qu'on supposait, qu'on imaginait, sur lesquels on avait des informations diverses et diffuses, mais qu'on peut voir enfin. Après, ces Football Leaks, elles sont particulières parce que ce qu'elles révèlent, c'est pas la face cachée du football. C'est surtout l'incompétence de la gouvernance, en tout cas les fragilités et les faiblesses de la gouvernance de l'UEFA, et plus sûrement de ceux qui sont censés animer cette gouvernance. Je pense notamment à Gianni Infantino, par exemple. Ce qui est intéressant avec ces Football Leaks-là, c'est qu'on voit finalement, et là tu as raison, toutes les dérives finalement du football international. Très bien. Je pense qu'on a fait un peu le tour. On va peut-être demander si certaines personnes ont des questions dans le public. Il y en a une tout là-haut de M. Cadiou que je n'arriverai pas à lire, elle est trop compliquée. Donc je vais lui donner le micro. Bonjour, Frédéric Cadiou. C'était pas une question, c'était simplement relayer un des propos qui avait été tenu. Sinon, je pourrais avoir des questions sur peut-être Jean-Baptiste, à savoir quelle différence essentielle vous faites entre le marché des transferts en Espagne, par exemple, et celle en Angleterre, sachant qu'en Espagne, mis à part quelques canaux de communication avec les Brésiliens ou les Argentins, on voit que les joueurs ont du mal ou en tout cas ne s'expatrient pas, alors que les Anglais non plus, mais ils sont très peu à jouer. Mais quelle différence vous faites entre les deux marchés? Alors là, pour le coup... Non, parce que votre question, elle est très large. Il y a des dimensions réglementaires, il y a des dimensions historiques, il y a des dimensions qui sont liées à des clubs qui polarisent le championnat. Si vous prenez par exemple le cas espagnol, vous avez deux clubs qui sont très forts, avec une très forte identité, et traditionnellement, les joueurs espagnols ne s'expatrient pas. Les Anglais, c'est pareil. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur un marché aussi qui offre les meilleures rémunérations. On a vu une tendance dans les années 90 à voir quelques joueurs anglais tenter leur chance à l'étranger. Je pense par exemple à Waddle, mais vous en avez eu d'autres ailleurs, mais c'est vraiment très limité. Il y a aussi une question culturelle, c'est-à-dire qu'avant l'arrêt Bosman, c'était quand même très compliqué d'avoir des joueurs étrangers dans ses effectifs. Et quand vous aviez un championnat qui était intéressant sportivement, intéressant économiquement, vous partiez moins. Les différences après, elles sont liées aussi à la capacité de ce que peuvent mettre les clubs sur la table, à leur organisation, à leur projet sportif. C'est pour ça qu'il y a autant de variables qu'il y a de transferts. Alors vous allez me dire, je noie le poisson. Ça dépend vraiment de ce que vous avez en tête. Je ne sais pas si vous avez un cas particulier en tête ou si vous pensez à un club en particulier. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en termes de transfert, le marché anglais, c'est celui qui va mettre, toute division confondue, le plus d'argent sur la table et qui aujourd'hui bénéficie d'une telle manne en termes de revenus qu'ils ont une puissance financière qui n'est pas comparable à celle de l'Espagne. Après, en Espagne, vous avez un autre problème, c'est que vous avez deux clubs qui polarisent tout. Et alors, vous avez l'Atlético de Madrid, mais vous avez énormément d'investissements étrangers. Il y a les revenus aussi à l'international, mais c'est quand même un cran en dessous. Et ça se voit sportivement. Après, il y a aussi la question de la culture. Le foot est vécu autrement. Je pense que c'est un impact sur les choix des joueurs. C'est dans ce que disait justement mon camarade. C'est que quand vous êtes accompagné par un agent, que vous avez toute cette culture historique-là, un Italien va avoir du mal à s'expatrier. Prenez Verratti, il a encore raconté là, dans sa dernière interview les difficultés à venir en France, à s'adapter. Je pense que pour le joueur espagnol, c'est compliqué. Le football français, il est physique. Regardez le joueur, je me souviens plus comment il s'appelait, le joueur qui a signé à Lyon et qui était espagnol, Sergi Darder, voilà. Il a eu énormément de mal à s'adapter à ce football-là. Je pense qu'il y a la question culturelle à prendre en compte et la question du modèle de formation technique. Et donc il y a autant de situations qu'il y a de joueurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je ne crois pas complètement. Je ne sais pas si la question était suffisamment précise. Merci. Voilà. Bonjour à tous. J'ai aussi une question à deux volets. Moi, c'est Laurent Kodo. J'aimerais savoir à quel âge un jeune joueur a-t-il le droit d'avoir un agent de joueur et quelles sont les conditions de mise en place de ce contrat. Le second volet concerne le changement d'agent. Comment est-ce qu'il se déroule? Parce qu'il y a trop de petits soucis qui arrivent toujours quand un joueur change d'agent. Est-ce que vous pouvez nous étayer un peu à Oui, bien sûr. Alors, pour Merci. vous expliquer la première question déjà, en fait, quand vous êtes mineur, ce sont les parents qui signent. Parce que l'enfant, encore une fois, il n'a pas la capacité juridique. Donc, en gros, ce sont les parents qui s'engagent.
Donc il n'y a pas d'âge. Après, par éthique, j'essaye malgré tout de commencer à travailler avec un jeune à partir du moment où il rentre en centre. Donc à peu près 15 ans, 15-16 ans. Mais ça pourrait être plus jeune. Je vois des trucs aujourd'hui en toute transparence qui, moi, me perturbent un petit peu. J'ai un papa qui m'a contacté, son fils, il a 10 ans. Enfin, il peut se passer tellement de choses. C'est un peu fou, quoi. Donc la date légale où le joueur peut commencer à s'engager avec un agent de son propre chef, c'est quand il aura 18 ans. Avant, ce sont les familles. Et pour répondre à votre deuxième question, qui était le changement d'agent, il n'y a pas forcément de normes. Vous avez des contrats de 2 ans en fait, pour chaque entre un joueur qui lie un joueur et un agent. Il y a un bilan à faire et si tout se passe bien, généralement, ça continue. Sinon, il y a un changement. Ça peut dépendre de plein de choses, de plein de facteurs. Des ambitions de chacun, de la vision de chacun. Parce que souvent, par contre, on parle de Raiola et de Mendes, mais je trouve formidable la relation qu'ils ont pu avoir, l'un avec Ibra et l'autre avec Ronaldo. C'est ce qui a fait la force de chacun. Parce que quand tous les deux ils ont commencé, en fait, ils n'étaient pas forcément au même niveau qu'aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait leur force. Et c'est là où, justement, je trouve que la relation entre agent et joueur est essentielle. Parce qu'elle peut amener les deux, en tout cas, à se sublimer et à arriver vers des objectifs communs, au final. C'est ce qui s'est passé, je pense, avec Ronaldo et Ibra. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait à votre question, mais... Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre dans l'Assemblée aurait une question à poser à nos Il y avait une intervenants question là sur le fil Twitter. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. La question du football féminin qui se développe, je pense que vous aurez tous les deux à dire. Déjà, est-ce que vous avez des filles dans votre écurie? Oui, justement, j'ai une fille, elle a failli venir aujourd'hui pour vous présenter un petit peu ce qu'elle faisait. Elle joue à Lille, Morgane Nigoli. Elle vient de près de Montpellier. Et donc, elle joue à Lille cette saison, ça se passe très très bien. Et le football féminin se développe de manière extrêmement intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail fait par la Fédé, par les clubs. Le football féminin se professionnalise, s'est professionnalisé. Et on arrive à avoir des matchs de grande qualité. Je vais souvent à Lille regarder les matchs justement de Morgane au domaine de Lucien. Elle travaille dans les mêmes conditions que les hommes aujourd'hui. À Montpellier, pareil, lorsque je vais à Montpellier ou au Paris Saint-Germain, les clubs souhaitent le développer et que ça se développe et qu'on n'ait plus forcément de différenciation entre le football féminin et le football masculin. Je pense que justement, en parlant sans cesse de ces différences-là, ça peut prendre un peu plus de temps pour qu'ils se développent. Et au final, les moyens mis en œuvre, il commence à y avoir des transferts aussi financiers avec les féminines. Les salaires commencent à être un peu plus intéressants pour les filles, ce qui leur permet d'avoir une vie consacrée uniquement au football. Donc non, le football se développe très bien. Il va y avoir la Coupe du Monde dans pas longtemps. Ouais, des matchs à Lille, à Valenciennes. Ouais, et donc je trouve que c'est plutôt positif. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jean-Baptiste, là-dessus, mais... Ce qu'on voit avec le foot féminin, et là je pense que ça s'inscrit dans une tendance qui est celle du sport au féminin, c'est que s'il y a un endroit où il y a des postes qui vont se créer, où il y a une professionnalisation, c'est bien là. Et le foot féminin, alors il est lié aussi à une volonté de réglementer, une volonté de développer de la part de la Fédé, mais il s'inscrit aussi dans une logique très business. Vous ne pouvez pas cracher sur 50% de votre cible potentielle et vous avez la possibilité de développer quelque chose. J'étais aux États-Unis moi la semaine dernière et mon petit neveu joue au foot. Bon, il s'avère que c'est le premier sport pratiqué par les scolaires là-bas. Parce que c'est un sport urbain, c'est un sport qui est moins traumatisant que le foot US. Et même si les grands sports dominants américains, traditionnels, baseball, foot américain et basket restent au devant en termes de valorisation, vous avez une vraie croissance derrière. Et surtout derrière, vous pouvez avoir une visibilité et d'autres types de partenaires et sponsors avec le foot féminin. Si on prend par exemple les audiences, on regarde par exemple le dernier championnat d'Europe, c'était aux Pays-Bas je crois, si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Les stades étaient pleins. J'ai un ami qui a couvert justement ça pour Eurosport. Il était surpris. Des stades étaient pleins. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a 20 ans, qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on est dans un phénomène qui se structure. Et là, je pense que ça va être une opportunité pour les agents et pour les footballeurs. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Baptiste, moi personnellement, quand je regarde un match en féminine, c'est extrêmement rafraîchissant. Je trouve qu'il y a
il y a beaucoup de qualité, il y a une intensité petit à petit, il y a de plus en plus d'intensité. Comment ? Ouais, ça triche pas du tout. Mentalement, je les trouve très très forte. Moi, ma joueuse, elle a fait 2 ruptures des ligaments croisés. C'est une 97. Et pourtant, elle est revenue, elle est motivée et elle veut un jour revenir en équipe de France. Enfin, je trouve que mentalement, elles sont très fortes, très très fortes. Et c'est vachement plaisant. Donc moi, j'y crois beaucoup. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour des sujets, je pense, basiques du mercato. Est-ce que pour finir, peut-être vous auriez chacun une anecdote par rapport à un joueur ou par rapport à sur le thème du football ? Un transfert ? L'anecdote, c'est tout à l'heure, je vous en ai un peu parlé, mais moi j'étais choqué de voir qu'en 2004, un pseudo-agent lui demande de signer un document où quand il sera majeur, en gros l'agent va toucher une rémunération. Enfin, j'ai trouvé ça... c'est une dérive extrêmement dangereuse. Il faut faire très attention à cela. Les parents, j'espère qu'ils vont quand même se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Des fois, j'ai l'impression, je vois des trucs, je me dis c'est pas possible. Pourtant, c'est leurs enfants. Je me dis c'est tellement gravissime. C'est quelque chose d'incroyable. Pourtant, ça passe. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a, je sais pas, Non. vous avez commencé à combien de temps ? Il y a 2 ans et demi, à peu près. Là, j'entends ma 3e année là. Est-ce que déjà il y a 3 ans, est-ce que ça Il y a existait toujours eu déjà ? des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde veut être agent. Tout le monde se lève un jour et se dit c'est un métier sympa. Excusez-moi le terme, mais j'entends souvent ça. Il y a de l'oseille à prendre. Mais avant de prendre de l'argent, avant d'en gagner sa vie, je vous assure qu'il y a beaucoup de travail. J'ai commencé il y a 2 ans et demi. Au début, quand j'ai commencé, je connaissais personne. Ça a été un long travail de réseau, un long travail sur les terrains, à passer mes dimanches dans le verglas, la neige, sous la pluie, le vent, dans le fin fond du 94 ou du 93, à regarder, observer des jeunes, à aller au tournoi de Ploufragan, à l'équipe de France, pour parler 30 secondes à un joueur. J'habite Paris, il y a 600 km, donc j'ai fait 600 km aller-retour. Et, il faut le vouloir, quoi. Il faut vraiment le vouloir et il faut l'avoir en soi. Je ne sais pas si ici, parce que vous êtes tous il y en a qui sont en master ou en licence, si c'est un métier qui vous plaît, il faut vraiment que vous ayez envie de le faire et que vous ayez les qualités pour. Sinon, ça va être un long chemin de croix. Hein. Et puis, vous n'allez pas vous épanouir dedans, quoi. Voilà. Écoutez, je pense que c'était très bien comme mot de la fin. On est dans les temps. Merci à vous pour votre présence, pour vos échanges.